La question, c'est est-ce que si je baisse le prix, enfin, je baisse forcément la qualité à la même hauteur ou pas? Que le client, à la fin, voilà, il soit simplement satisfait de la promesse qu'on lui a fait initialement. Et puis après, évidemment, cette promesse, elle ne peut pas être délirante. On est un petit peu protégé dans le sens où ça ira plutôt dans le sens des bonnes nouvelles que des mauvaises, puisqu'on est un acteur français, plutôt à craindre d'une amélioration que d'une détérioration. Moi, je reste convaincue que c'est du fait de cette menace que peut naître une opportunité pour les commerces comme nous pour émerger. Bonjour tout le monde, je suis Lisa Roux. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui avec vous, sachant que c'est toute première table ronde pour moi aussi. Voilà, j'espère être auteur de cette mission. Moi, je suis cofondatrice de BizLight, où nous accompagnons des commerçants locaux dans leur transition digitale et la digitalisation des clients, expérience client. Aujourd'hui, on va parler de deux applications que tout le monde connaît, Temu et Shein. Vous savez que c'est des modèles, des fois très décriés, des fois aussi d'exemples de réussite dont certaines entreprises françaises pourraient s'inspirer. Là, aujourd'hui, leur progression est immense, impressionnante. C'est-à-dire qu'au deuxième trimestre de 2025, Temu est devenue la troisième application la plus consultée en France, avec plus de 22 millions de visiteurs uniques mensuels. Quant à Shein, c'est le 8e, avec plus de 16 millions de visiteurs uniques mensuels. Concrètement, ça veut dire que plus de 1 sur 3 Français qui consultent Temu chaque mois et à peu près plus de 1 cas des Français qui consultent Shein chaque mois. Donc, survivre à l'ère Shein et Temu aujourd'hui est vraiment devenu un défi, un vrai défi pour les commerces modernes. Pour en parler, moi j'ai la chance d'être accompagnée de 3 intervenants dans leur activité. Et avant, on rentre dans le défi du sujet, je vais leur laisser se présenter en 1 minute. Voilà. La galanterie, j'ai rien à dire. Très bien. Coller mon micro, c'était ça. C'est ça. Bonjour, donc moi je suis Salomé Géraud, je suis la cofondatrice d'une entreprise à Toulouse qui s'appelle le Drive to Nu. Ce sont des drives zéro déchet de produits locaux et bio. Donc l'idée du Drive to Nu au départ, c'est du e-commerce pour simplifier la consommation responsable des zéro déchets. Donc ça fonctionne très simplement. Les consommateurs font leurs courses directement sur Internet. Ils y retrouvent tous les produits qu'on peut retrouver dans un supermarché classique. Sauf que chez nous, tout est déjà préconditionné dans des bocaux en verre et des sacs en toile que les consommateurs peuvent nous ramener à la commande précédente. Donc à l'inverse effectivement de Shein et Temu, nous n'avons quasiment que des produits locaux, bio et zéro déchet. À peu près en 1 minute, c'est un projet qui a bien grandi. Aujourd'hui, on a 8 points de vente en France, à Toulouse, Bordeaux et Lille. On est 70 personnes dans l'équipe. Donc la preuve qu'un autre système peut aussi créer de la valeur avec des valeurs un petit peu différentes que celles qu'on connaît dans les modèles que tu viens de décrire, Lisa. Bonjour, Marc Leverger. Donc moi, je suis cofondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Ressources Capital Sud-Ouest, qui accompagne les entreprises plutôt en capital développement, on va dire traditionnel. C'est un fonds d'entrepreneurs. Mais avant ça, j'ai eu une autre activité. J'étais cofondateur d'un site de e-commerce qui s'appelait bricoprivé.com, cofondé avec Julien Bouet, mon associé. Et donc, on a cédé en 2020 au groupement Les Mousquetaires et qui n'en a pas fait tout à fait ce qu'on souhaitait qu'il en fasse. Bonjour, je suis Nicolas Deteil. Moi, je suis membre de la direction d'une ETI régionale qui s'appelle Iri Piscine. On s'appelait Iri Jardin il y a encore quelques mois. Iri Piscine, c'est un réseau de 150 magasins, essentiellement en France. C'est un réseau de franchise, essentiellement en France, mais aussi Maroc et depuis peu Espagne. On a ouvert nos 6 premiers magasins il y a très très peu de temps. Merci pour ces présentations. Alors, avant on rentre dans peut-être le sujet vraiment dans votre propre domaine, là j'ai une question commune à vous. C'est-à-dire, quand vous entendez parler de Shein ou de Temu, de quoi vous considérez plutôt comme une menace ou plutôt une source d'inspiration ou peut-être une provocation à votre modèle actuel? Suivez. Une inspiration, certainement pas. Peut-être effectivement, au départ, on peut le voir comme une menace.
très clairement, ce sont des systèmes qui poussent la logique de surconsommation à l'extrême. C'est des modèles qui ne sont pas forcément soutenables d'un point de vue écologique. Donc, évidemment qu'il y a une forme de menace à tout ça. Par contre, moi, je reste convaincue que c'est du fait de cette menace que peut naître une opportunité pour les commerces comme nous pour émerger. Parce que quand même face à tout ça, il commence, alors c'est lent encore, ça va pas assez vite, on est bien d'accord, mais il commence à y avoir une prise de conscience de la part des consommateurs quand même qu'on est là dans des logiques de surproduction, de surconsommation qui coûtent à la fois à la planète, qui coûtent humainement aussi, parce que voilà, on commence à avoir conscience de quand on produit un vêtement, un matériel qui est consommé sur ce genre de plateforme, de l'impact humain qu'il peut y avoir pour les salariés derrière. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il peut y avoir aussi l'opportunité de raconter une autre histoire, de montrer qu'on peut créer de la valeur, créer de la rentabilité avec des modèles qui sont économiquement rentables en local, qui nourrissent les gens qui travaillent à côté de nous avec une valeur différente. Donc, ça peut permettre une forme de prise de conscience. Après, très clairement, aujourd'hui, quand on entend les chiffres que tu as cités au départ, on voit bien qu'on n'y est pas encore et qu'il faudrait que ça aille un petit peu plus vite. Alors nous, on essaie de le voir comme une opportunité d'exécuter notre stratégie le plus rapidement possible, j'ai envie de dire. Notre stratégie consistant à, déplacer le terrain de jeu. Pas question évidemment d'aller se battre contre ces acteurs. On n'en a ni l'énergie, ni les moyens, ni l'envie. Nous non plus. Par contre, l'envie d'aller travailler un terrain de jeu tout à fait différent, qui est celui du service. Plus on se rapproche de nos clients au travers d'un service qu'on offre, et plus on arrivera à se démarquer par rapport à ces acteurs qui sont très probablement bien dans l'impossibilité d'offrir le service de proximité qu'attendent nos clients. Et on a la chance d'avoir des clients qui sont en général propriétaires de piscines, puisque on est distributeur de matériel de piscine. La piscine, c'est quelque chose qu'on a chez soi, qui est assez compliqué. Et bien souvent, on a besoin de conseils pour correctement, soit traiter son eau, soit utiliser correctement cet objet de plaisir. Donc, en orientant notre stratégie le plus rapidement possible vers la vente de services, de prestations, c'est une opportunité pour nous de pouvoir, contrecarrer ces acteurs qui arrivent de loin et qui, de toute façon, sont imbattables si on essaie de se battre avec les mêmes armes qu'eux. Je pense que c'est un peu tout à la fois. Alors, c'est sûr que si on prend un peu la définition de Chine ou de Temu, c'est quoi ? C'est des prix très agressifs. C'est un inventaire qui croît à l'infini avec une capacité à créer un certain nombre de produits dingues. Et ça, c'est plutôt le mauvais côté, on va dire, et celui qu'on n'a pas forcément envie de copier. En revanche, la question, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça, en fait ? Alors, outre le fait qu'on peut parler de dumping et de la réalité de leur prix de revient, je crois que derrière ça, il y a beaucoup de techno. L'utilisation de l'IA, de la capacité à capter les tendances, de la capacité à être très très rapidement, time to market. Et ça, je pense que ça reste quand même des sources d'inspiration, même si l'objectif, c'est pas de faire du Temu-like et plutôt l'inverse, c'est plutôt de prendre le contre-pied, je pense. Et eux qui sont dans une stratégie clairement de domination par les coûts, avec parfois du dumping, je crois que effectivement, l'idée, c'est plutôt une opportunité d'avoir sa propre stratégie de différenciation. Mais en utilisant quand même, ce que les ressorts et ce qu'il y a derrière, c'est quand même très très techno. Ça tombe bien, justement, parce que j'ai une question pour vous. C'est en tant qu'investisseur, vous voyez, en fait, justement, aujourd'hui, il y a derrière le Shein et le Temu, il y a une immense en fait, puissance financière et logistique. Justement, est-ce que, dans ce cas, est-ce que les modèles français, aujourd'hui, peuvent vraiment ravager ? En fait, ce qu'on a dit, c'est que Temu, Chine, ils sont des entreprises qui ont fait le choix de la domination par les coûts, donc avec une intensité capitalistique qui est colossale, en fait. En plus de ça, parce qu'ils s'adressent directement au marché mondial, je pense que les ambitions d'une entreprise française n'a pas forcément cette vocation-là. Et du coup, il n'y a pas forcément nécessairement, alors si on regarde du côté investisseur, les mêmes besoins en financement. Après, ce qu'on n'aime pas, nous, en tant qu'investisseurs, alors moi je parle... Là, on fait du capital développement, donc nous, on aime bien les entreprises en croissance mais rentables. Donc, ce n'est pas tout à fait le cas de ces entreprises-là. Mais surtout, ce qu'on aime bien, je pense, en tant qu'investisseur, c'est des gens qui ont des convictions et qui ont effectivement une vraie stratégie et qui ont la capacité après de la déployer. Et ça, par contre, il faut leur reconnaître cette excellence opérationnelle. Et c'est un peu l'inverse de ce qu'on peut trouver, parce qu'on trouve... je trouve dans beaucoup de dossiers aujourd'hui des gens qui ont des idées assez géniales,
mais qui n'ont pas cette capacité d'exécution. Or, en fait, aujourd'hui, le succès est dans la capacité d'exécution. Il faut mettre un peu moins génial, mais mettre beaucoup d'énergie à exécuter parfaitement et à respecter sa promesse. Ce qu'on ne peut pas reprocher à Temu ou à Chine, c'est de ne pas respecter leurs promesses. Ils n'ont jamais fait la promesse de la qualité, ils n'ont jamais fait la promesse de sauver la planète. Alors après, les gens qui achètent, ils font le choix ou pas de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont hyper cohérents dans ce qu'ils proposent et dans la façon qu'ils ont de l'exécuter. Et nous, en tant que, si je me mets là du côté investisseur, ce qu'on va toujours regarder, c'est ça, c'est la capacité de l'équipe à exécuter la promesse qui va être faite. Nicolas, votre métier est de piloter la transformation digitale. Et qu'est-ce que les entreprises françaises peuvent apprendre de ces plateformes gérantes sans tomber dans le piège de la copie? Alors, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, c'est pas parce qu'on dit qu'on veut déplacer le terrain de jeu qu'on ne doit pas s'inspirer de ce qu'ils font très très bien. Et évidemment, en matière de technologie, ils font quand même des choses qui sont plutôt pas mal. Parmi celles-là, nous, évidemment, il y a l'utilisation qu'on peut faire de la data qu'on récolte. Ils sont probablement plus avancés que nous, mais ce n'est pas une bonne raison pour ne rien faire. Et donc, on dépense quand même pas mal d'énergie, de matière grise, d'argent, pour être performant sur ces aspects-là, parce qu'on sait que dans nos métiers, dans le retail, puisque je travaille dans ce secteur, la data, c'est quand même notre or noir, et qu'à bien pouvoir l'exploiter, on peut peut-être être excessivement efficace, comme tu viens de le dire, sur l'exécution, sur ce qu'on va faire. Pas dépenser de l'argent pour rien, dans des campagnes qui vont avoir des retours qui vont être très faibles, campagne marketing j'entends, ou dépenser de l'argent en étant incapable finalement d'avancer le plus rapidement possible dans la stratégie qui est la nôtre, à savoir celle qui consiste à aller vers le service. Je vais vous donner un exemple sur lequel on travaille. Si à chaque fois qu'on vend un produit, on peut systématiquement vendre le service qui va avec, quel que soit le canal d'ailleurs, hein, ça peut être du digital, hein. Vous avez une case, vous cliquez, vous achetez le produit, il peut y avoir une autre case où vous achetez le service qui vous permet d'avoir l'assurance que la pompe de filtration que vous avez achetée, vous allez être en capacité de la mettre en place parce qu'il y a un professionnel qui va vous l'installer. Ça, voilà, il faut maîtriser la techno pour être capable de l'offrir. Et puis surtout, après, il faut être en capacité de l'offrir. C'est-à-dire, et c'est ça le côté complexe, mais c'est aussi ce qui nous protège vis-à-vis de ces plateformes. C'est comment on met en place ça, parce que ce n'est pas aussi évident. Encore faut-il avoir les bons partenaires ou les bons salariés, avec les bonnes compétences, capables d'installer correctement pour qu'au bout du bout, on ait un client qui soit satisfait. Voilà un exemple. Et c'est vrai que ces concurrents restent quand même des sources d'inspiration. En tout cas, dans tous les cas, ils nous poussent à accélérer nos stratégies et à la mettre en place le plus rapidement possible. Il y a une expression dont j'ai horreur, c'est laisser le temps au temps. Non, on essaie d'aller vite dans ce qu'on fait. Parfois, on se trompe, mais de temps en temps, on réussit. Et c'est comme ça qu'on avance efficacement aussi. D'accord, merci. Salomé, on a très clair, c'est que vous défendez un modèle est très différent de celui de Chine ou Temu. Et donc, aujourd'hui, vous faites face aussi également à une paradoxe en permanence. C'est-à-dire que les consommateurs veulent du prix bas, de la rapidité. En même temps, ils demandent plus en plus de durabilité. Donc, comment vous conciliez en fait, les deux tendances, ce complément, on dit apparemment très contradictoire? De toute façon, cette équation, elle n'est pas réconciliable, en fait. Effectivement, soit on veut d'un côté de la rapidité, des énormes volumes, des prix très très bas, c'est pas, on le sait aujourd'hui que c'est pas réconciliable avec la partie durabilité. Donc, je pense encore une fois, ce que Nicolas disait était très juste, en fait, c'est de déplacer le terrain de jeu. Évidemment, les consommateurs qui viennent chez nous ne cherchent absolument pas la même chose. Ils cherchent du lien, de la transparence, voilà. Donc, je pense que ce qui est hyper important de faire, c'est de réfléchir à comment on arrive à vendre du sens aux gens. Pour autant, il faut ne pas être bloqué et nier les modèles en bloc. C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup de gens qui travaillent notamment dans l'économie sociale et solidaire qui se mettent en porte-à-faux total contre ces modèles en disant « attention, c'est le grand diable, c'est le grand méchant ». En attendant, ça reflète, quand on voit les chiffres dont tu as parlé tout à l'heure, ça reflète quand même des attentes des consommateurs dont nous, on ne peut pas être complètement déconnectés. Donc on est obligé d'avoir un professionnalisme qui est vraiment au cordeau, un rapport qualité-prix qui soit vraiment justifié dans le service qu'on propose. On ne peut pas juste se dire « ah oui, eux, c'est les grands méchants, nous, on est les super gentils » et du coup, voilà, les consommateurs doivent choisir entre les méchants et les sympas.
Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'un consommateur est engagé. Aujourd'hui, très clairement, on le voit. Hein, les gens, dans le déclaratif, ils disent oui, on a envie de consommer plus responsable. Oui, on veut mieux faire. Pour autant, quand on passe à l'acte, quand on voit dans les trucs de consommation, dans les études sur la consommation des Français directement, ils ont soit pas le temps, soit c'est trop cher. Donc, il faut qu'on arrive à la fois à leur proposer un service qui soit pratique, qui soit accessible, qui soit qualitatif. Et surtout, aujourd'hui, la guerre, elle est dans le prix quand même. Donc, même il faut qu'on arrive à rémunérer justement, évidemment, tous les maillons de la chaîne. Et ça, c'est le combat. Nous, c'est ce qu'on propose avec le Drive to New, c'est de réussir du producteur au consommateur à avoir des gens qui s'y retrouvent sur le prix. Pour autant, on ne peut pas faire des choses qui soient complètement déconnectées de la réalité. Et ça, c'est notre travail aussi de pédagogie à faire à la fois auprès des producteurs et à la fois auprès des clients, de rappeler aux producteurs que s'il essaye de nous vendre une barquette de fraises 15 €, ça ne va pas passer. Donc on dit souvent il ne faut pas négocier avec les producteurs. Ça, c'est pas vrai. En fait, bien sûr que si, il faut négocier avec les producteurs. Négocier, c'est pas un gros mot, c'est juste s'entendre sur le prix qui convient à tout le monde. Et en bout de chaîne, de l'autre côté, il faut aussi rappeler aux consommateurs quelle est la valeur et reconnecter le prix et la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on est souvent déconnecté. Dans les grandes surfaces, un litre de lait, ça coûte 60 centimes. Non, c'est pas le prix que coûte un litre de lait. Voilà, on me regarde le prix des œufs. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a un effort de pédagogie à faire sur toute la chaîne de valeur pour rappeler ça. Mais il faut essayer de le rappeler, je pense, avec quelque chose de positif, de le rappeler dans la joie, en fait, et dans ce que la sobriété peut amener de plus, plutôt que d'être toujours en porte-à-faux en disant il y a les gentils d'un côté, il y a les méchants de l'autre. Et c'est irréconciliable. On a des choses sur lesquelles, desquelles on doit s'inspirer. D'accord, merci. Justement, du coup, Marc, on sait très bien que le modèle en fait de Salomé, ça dure, apparemment un peu plus long qu'une modèle plutôt classique, on peut dire comme ça. Donc, est-ce que vous voyez une voie médiane entre la croissance rapide et justement une rentabilité attendue? Non, mais en fait, je crois pas qu'il faille les opposer. En fait, une fois encore, alors si on se place du métier d'investisseur, d'abord il y a vraiment beaucoup de catégories d'investisseurs. Il faut comprendre qu'un investisseur, à un moment donné, généralement, il a levé de l'argent, il a une stratégie d'investissement. Donc en fait, pourquoi il existe plein de typologies d'investisseurs, c'est parce qu'il existe aussi plein de typologies de stratégies d'investissement. Il y a des gens qui vont être qui vont vouloir des retours sur investissement plus rapides. Et ces gens-là seront moins exigeants, entre guillemets, sur le multiple qu'ils voudront faire. Et puis, il y a des gens qui vont prendre beaucoup plus de risques, qui savent qu'ils sont là pour beaucoup plus de temps, mais qui veulent que leur risque soit rémunéré, parce que le monde de la finance, il est comme ça, ça reste une rémunération du risque. Donc, je ne crois pas qu'il faille opposer les deux. Et une fois encore, je pense que ce qui va être primordial, c'est la capacité d'exécution par la promesse qui a été faite. Là en l'occurrence, si on parle de la promesse, Salomé parlait du DEC, mais c'est une promesse qu'on fait aux investisseurs. Si on a une stratégie, on va la déployer. Si cette stratégie, c'est clair pour tout le monde qu'elle va prendre 15 ans, elle va prendre 15 ans en fait. Alors c'est vrai que c'est pas trop la tendance, on va dire, européenne. Les Américains sont beaucoup plus enclins à financer des modèles dans la durée avec beaucoup d'argent. On est dans un autre écosystème, mais je ne suis pas certain que ce soit l'alpha et l'oméga, la rentabilité à très court terme. Si le projet nécessite de l'investissement, ce n'est pas ce qu'on va chercher. Après, le problème, c'est que là, j'ai quand même l'impression que pendant les 10 dernières années, j'ai été à la French Tech, donc j'ai vu au cœur de ce qui se passait, et c'est un peu l'inverse qui s'est passé. C'est parce qu'en fait, on a montré qu'il y avait certains modèles qui avaient besoin d'investissement et du temps long pour exister. On considérait que tout le monde avait besoin d'investissement et tout le monde avait besoin du temps long. Non. En fait, nous, quand on était un e-commerçant, en année 2, on était rentable. Donc, il n'y a pas besoin de... Donc, chaque modèle a intrinsèquement, entre guillemets, sa propre courbe de rentabilité, sa propre montée en puissance et donc son propre mode de financement. Et il ne faut pas vouloir généraliser. Si je comprends bien, c'est que même le levier technologique fait aussi une partie de critères Oui. dans le monde d'investissement. Oui. Non, mais quand on veut développer des stratégies de data, là, on sait qu'on va mettre du temps, en fait. On sait qu'on n'est pas là c'est pas pour 18 mois. On ne va pas mettre quelque chose de robuste en place. Il va falloir des courbes d'apprentissage, il va falloir structurer la donnée, il va falloir mettre les bons outils. Donc là, on est forcément sur du temps long. Mais ça n'est pas que ça. Ok, c'est parce que ça tombe bien, parce que Nicolas, je sais que vous vivez vraiment au cœur de la transformation en fait, numérique. Là, d'après vous, quel levier en fait, technologie, data, e-commerce, ou peut-être le CRM, ou peut-être l'autre chose qui vous paraît les prioritaires, en fait, tout simplement? Il y a un petit peu de tout ça. Mais on a lancé, nous, il y a quelques années, une analyse en se disant, mais finalement...
nos clients ont une piscine, et mieux que de connaître nos clients, on pourrait connaître leur piscine. Et là, on s'est dit, tiens, l'IoT, c'est certainement une bonne façon d'y arriver. Donc on a lancé toute une stratégie qui vise à équiper un maximum de nos clients d'un objet connecté, qui est une petite bouteille qu'il met dans son bassin, et cette bouteille nous remonte toutes les données de son bassin. C'est là où la data est intéressante à utiliser, puisque encore plus avec l'IA aujourd'hui et les plateformes à notre disposition, on peut connaître de manière fine nos clients au travers de l'utilisation qu'ils font du produit qui nous intéresse, puisqu'on vend des accessoires pour piscine, et aller très très loin dans notre stratégie d'offrir des services, des prestations. J'ai envie de dire, on aura gagné le jour où on ne vendra plus un robot pour nettoyer sa piscine, mais une prestation d'entretien pour profiter de sa piscine. Voilà. Et si possible, avec un contrat pluriannuel, un abonnement et du revenu récurrent. Voilà ce qu'on essaie de faire. On y arrive pas mal. Ce que tu disais est très vrai. Pour ça, il faut probablement un tout petit peu de temps, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. D'abord, ça coûte cher. On n'a pas la capacité à investir directement des millions d'euros. Donc on le fait petit à petit, en bâtissant, je pense, assez solidement ce qu'on réalise. Mais il faut du temps, évidemment, pour qu'on ait des volumes. Parce que faire de la data sur des tout petits volumes, ça ramène en général pas beaucoup d'argent. Et comme on a envie d'en gagner quand même pas mal, il faut beaucoup de data et donc il faut beaucoup de clients. Et donc ça prend un petit peu de temps. Mais quand ça prend, ça fonctionne bien. Et puis, on peut aussi offrir à nos clients, parce que tout ça, c'est assez égocentrique. C'est plutôt le côté IRI-piscine, là, dont je parle. Vous oublierez tout ce que j'ai dit après, surtout si vous êtes propriétaire d'une piscine. Ce qui nous intéresse, c'est votre expérience aussi. C'est de vous faire bénéficier d'une expérience extraordinaire en rendant un objet qui est compliqué. Pour ceux qui ont une piscine, vous serez d'accord avec moi, parce que ça fuit, parce que c'est maltraité, parce que vous demandez si... pourquoi ça tombe toujours en panne. Bon, voilà, c'est des milieux qui sont compliqués. Donc, si on peut, au travers de tout ça aussi, vous offrir une expérience beaucoup plus intéressante du produit qui est le vôtre, ça ne mangera pas de pain, parce que peut-être vous continuerez à investir dans cet objet, et ça, c'est bon pour nous. D'accord. Bon, avant de lancer dans l'étape suivante, donc je vais vous lancer juste un petit débat collectif. C'est-à-dire que selon vous, est-ce que laquelle, ce sera vraiment la priorité pour justement à survivre à l'ère de Chine et d'EMU, c'est innover dans l'expérience client ou renforcer l'identité locale, ou plutôt vraiment se battre sur le prix. Fair play, les gars. Ça nous permet de réfléchir. Oui, voilà, j'ai bien compris. Merci, Nicolas. Et je pense que c'est un peu toutes ces priorités à la fois. Après, encore une fois, on ne joue pas dans la même cour. Moi, je ne joue pas dans la même cour que Temu et Chine sur les prix, au même regard que quand les gens me demandent c'est qui vos concurrents directs, ce n'est pas Aldi et Leader Price, en fait. Donc, voilà, la guerre des prix, nous, ce qui compte pour nos clients, c'est le rapport qualité-prix. Là, on peut être bon, on peut être très, très bien positionné. Le prix lui-même, souvent pour les consommateurs, ça ne veut rien dire, ça dépend ce qu'ils cherchent. Le prix en valeur absolue veut rien dire, sur des produits alimentaires en tout cas. Non, je pense que la priorité, c'est de raconter, d'essayer d'avoir un récit un peu différent de comment on peut consommer, mais de le faire, encore une fois, de façon positive. On entend toujours qu'il faut mieux faire, mais dans un récit qui soit hyper culpabilisant, où on demande aux gens de toujours se restreindre. Voilà, il y a toujours quelque chose de très lourd autour de consommer différemment. On peut aussi peut-être réfléchir à l'histoire qu'on pourrait raconter, au fun qu'on pourrait avoir en le faisant, à des identités de marque qui soient un peu plus rigolotes. Voilà, il y a un terrain de jeu qui est monumental là aujourd'hui, je crois, pour des modèles qui ont envie d'émerger et qui ont envie de raconter une histoire un peu différente, avec des humains derrière, qui soient bien incarnés. Et pour ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a un boulevard, parce que mine de rien, les gens sont quand même en recherche de ça. Donc voilà, moi je dirais peut-être le discours. Moi, je répondrais aussi les trois en même temps. L'image prix, on ne peut pas s'en dégager, parce que si on n'y fait pas attention, évidemment le client, au bout d'un moment, il s'en rend compte. Il suffit de voir l'histoire très très récente du monde du retail, avec des acteurs qui se sont imposés en quelques années et qui ont mangé d'autres enseignes. Donc l'image prix, évidemment, il faut la travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut être le moins cher, mais il faut être attentif à ça. Et puis, oui, faire attention à l'expérience client. Il faut que le client en ait pour son argent et qu'il ait le sentiment. Je rajouterai une quatrième dimension de faire une belle action. Moi, je ne sais pas si quand j'achète sur Chine, je fais une belle action. Je pense que je culpabiliserai un petit peu. Il faut que quand il achète un accessoire chez IRI Piscine, il ressorte du magasin en disant j'ai fait quelque chose de bien.
je vais peut-être payer un peu plus cher, mais c'est un produit qui va être recyclé, je vais pouvoir le faire réparer s'il tombe en panne, je vais pouvoir être conseillé si j'ai un problème, voilà, tout ça. Et je pense que le consommateur il est de plus en plus attentif à ça. C'est voilà, de ne pas culpabiliser quand il consomme. Déjà qu'il ne consomme pas beaucoup, surtout en ce moment. Donc si en même temps on le culpabilise, bon, comment on va gagner notre vie, quoi. Alors, Marc, partagez ces deux. Moi, j'ai l'impression que ça, c'était un grand débat qu'on avait historiquement chez Brico Privé, mais c'est le client, il est protéiforme en fait. Le même client, il va acheter chez Chine et il va acheter chez Vuitton ou chez Hermès. Il faut pas, et en fait, on les catégorise pas. Et moi, j'ai eu une expérience avant dans le négoce en matériaux, et c'était hallucinant parce que quand on avait des gens qui construisaient une maison, un bloc béton, ça coûte 60 centimes. On pouvait passer des heures à négocier pour le faire à 57 centimes. Et le même client, quand il faisait son séjour et qu'il achetait un parquet ou un carrelage, il dépensait 120 € du mètre carré sans avoir aucune idée de savoir si c'était bien ou pas bien. Donc en fait, finalement, je pense voilà, il y en a pour tout le monde et il y en a pour chaque moment de consommation. Et je pense que ce que dit Nicolas, mais finalement, la question, c'est pas tant d'innover dans l'expérience client, mais je pense que c'est de respecter la promesse. Alors des fois, ça passe par de l'innovation. Plus on arrive à être différenciant des gens qui ont des stratégies prix et uniquement prix, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir une stratégie prix, avoir une stratégie de coût, et puis dire qu'en plus on va mettre du service. Non, on doit être dans l'excellence opérationnelle, mais on est obligé de retirer du service. Donc quand à un moment donné, on fait une promesse à un client, il faut la tenir et ne pas être défaillant. Si la promesse est de vendre justement des produits locaux, avec une accessibilité, il faut faire tout pour que l'entreprise réponde à cette demande-là. Si les promesses, c'est de vendre des produits qui sont réparables, il faut avoir un service SAV avec des gens qui répondent au téléphone quand on les appelle. C'est des petites choses. C'est pour ça qu'en fait, et souvent, en fait, j'ai l'impression qu'on veut aller chercher entre guillemets, des grandes révolutions, alors qu'en fait, notamment l'expérience client, c'est quand même plein de petits rouages, et il faut éviter tous les petits grains de sable, mais pour que le client, à la fin, il soit simplement satisfait de la promesse qu'on lui a fait initialement. Et puis après, évidemment, cette promesse, elle ne peut pas être délirante. C'est-à-dire, en fait, il y a un moment donné, de toute façon, on est quand même contraint par la réalité du marché en termes de prix, notamment. Merci beaucoup pour tous ces... Alors, donc on passe, peut-être on va prendre quelques questions à la fois dans la salle et en même temps en ligne. Oui, je vois monsieur là-bas. Allez-y. Bonjour. Peut-être, vous n'avez pas du tout parlé dans cette table ronde de la dimension réglementaire. L'arrivée et l'expansion rapide d'acteurs comme Chine ou Temu, elle est aussi permise par un cadre réglementaire. Et aujourd'hui, on voit bien que les conditions changent au niveau international. On voit bien la levée de bouclier sur l'accord signé la semaine dernière avec Pinky et toute la fédération des acteurs du textile et qui râle contre ça, qui alerte tous les pouvoirs publics au niveau français et européen. Marc a évoqué les notions de dumping, mais on va dire ce contexte de marché qui est un peu déséquilibré, est-ce qu'il va continuer longtemps comme ça selon vous, ou est-ce qu'à un moment donné il va y avoir des corrections comme il y en a eu en Angleterre avec le Brexit? On a vu que les conditions de marché ont changé drastiquement, comme il y en a en ce moment aux États-Unis ou dans beaucoup d'autres pays. Donc quelle est votre lecture de ces évolutions réglementaires au niveau français, européen, monde? Ma lecture, c'est que c'est pas très lisible. Non, c'est que c'est un peu un vœu pieux, mais on a eu le même sujet sur les marketplaces. On a eu, je pense qu'il y a malheureusement, c'est quand même un contexte externe sur lequel, quand on a une entreprise basée à Toulouse, on a très peu d'emprise. Donc, si on attend ça pour ne pas mourir, je pense que c'est dangereux. Après, je pense que par contre, il faut rien lâcher, c'est-à-dire qu'en fait, là aussi, il faut se mettre dans des fédérations, il faut essayer de faire bouger toutes les petites lignes qui peuvent qui peuvent bouger. Malheureusement, alors après, quand on regarde quand même le contexte, on a l'impression quand même qu'il y a une forme de prise de conscience, même si par moments il y a quand même des grosses incursions qui font qu'on fait quand même des grosses marches arrière. Mais on voit quand même que, y compris ces plateformes-là, je pense qu'elles savent quand même que dans leur survie, elles vont tenter de se rapprocher le plus en plus du cadre réglementaire. Mais le problème, c'est l'espace-temps. C'est qu'on n'est pas dans le même espace-temps. Donc on ne peut pas compter sur ça pour être demain sauvé, entre guillemets. Bon, effectivement, on ne peut pas compter sur ça. On ne sait pas ce qui peut se passer. Pour ce qui nous concerne, on est un petit peu protégé dans le sens où ça ira plutôt dans le sens des bonnes nouvelles que des mauvaises, puisqu'on est un acteur français, européen maintenant un petit peu,
et qu'on a plutôt à craindre d'une amélioration que d'une détérioration. Ce n'est pas le cas si on était exportateur, bien évidemment. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faut faire attention, être attentif à ça, mais pas baser une stratégie là-dessus. Tout comme on ne base pas une stratégie sur un business, sur je vis avec des aides de l'État. C'est très risqué. Bon, voilà. Mais après, pour revenir, pour rappeler sans cesse quand même aux consommateurs justement cette proposition de valeur en disant nous on respecte, je pense que ça fait son chemin aussi. Il n'y a pas besoin forcément d'attendre le cadre réglementaire. Je pense que le consommateur évolue plus vite que le cadre réglementaire. Et il y a sa petite musique qui à un moment se dit quand même effectivement si j'achète sur Chine, bon c'est peut-être pas génial, je peux peut-être trouver mieux. Et puis si on est capable par du marketing de montrer que finalement cette proposition de valeur sur des produits, là si on parle du textile par exemple, bah oui, peut-être que finalement on va acheter moins fréquemment, mais ça dure plus longtemps. Puis finalement, je le revends sur Vinted, donc finalement le vrai coût de détention il est plus faible. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à écrire et à communiquer, sans attendre que ce soit on va dire le cadre réglementaire qui agisse pour nous. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions après? Oui, pour appuyer ce qui a été dit. Notamment dans le monde du e-commerce, je pense que les parcours clients sont en bouleversement actuellement avec les modèles qui changent en termes de requêtes. On utilisait essentiellement des moteurs qui aujourd'hui vont passer la main aux IA. Et c'est là que les propositions de valeur et de services vont donner des valeurs d'autorité à des sociétés qui ne sont pas forcément les plus grosses, mais qui répondront avec qualité à des requêtes peut-être plus ciblées et sortiront du lot. Donc ça, c'est des modèles qui vont évoluer justement avec les agents conversationnels, qui ne vont pas forcément et systématiquement proposer du petit bout, mais vraiment le ou les acteurs qui vont répondre de manière beaucoup plus précise à des requêtes émises dans une recherche de qualité et de besoins beaucoup plus spécifiques. Merci. Et là, on passe la parole à Madame Lava. Oui. Moi, j'avais une question sur le marketing agressif sur les réseaux. Comment on lutte contre ça? Alors, je pense, il y a longtemps, il y avait les 2 vaches bio qui avaient un super marketing hyper ludique. Ça fonctionnait bien, mais aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes comme ça, comme on a là ici, qui vont directement être agressés via les réseaux sociaux par des halls d'influenceuses, etc. Ou sur les jeux, Temu est très, très agressif sur les jeux en ligne, très, très présent. Votre cible, c'est moins les jeunes, la piscine et le drive tout nu. Du coup, comment on fait pour lutter dans le textile, dans la déco, dans tous ces trucs-là? Et après, c'est assez compliqué comme question de lutter contre ça. Nous, effectivement, c'est sûr que TikTok, voilà, c'est pas forcément notre plateforme de base qui va aller toucher les jeunes qui sont potentiellement touchés par l'influence. Voilà. Après, aujourd'hui, mine de rien, enfin moi aujourd'hui, 50% de mon acquisition, elle se fait via le digital, elle se fait via la pub et les réseaux sociaux. Donc c'est quand même illusoire de penser qu'on peut s'en passer totalement. Je pense qu'il y a un acte de responsabilité à savoir comment on les utilise et qu'on essaye de respecter un maximum voilà, la façon de... les campagnes qu'on mène, les messages qu'on pousse, les choix des influenceurs aussi avec lesquels on travaille. Pour autant, aujourd'hui, dire qu'on peut se passer complètement des réseaux sociaux sur la partie marketing, malheureusement, c'est pas possible. Il faut aller chercher aussi les clients où ils sont. Moi, aujourd'hui, je prends beaucoup aussi on commence à travailler, nous, par exemple, avec la grande distribution. Souvent, j'ai des levées de boucliers de gens qui me disent « Ah là là, mais vous commencez à travailler avec l'ennemi, avec Carrefour, avec Intermarché ». Il faut aller chercher les clients où ils sont. Si demain Carrefour enlève un emballage de salade sur une référence, ils ont 100 000 fois plus d'impact en une journée que ce que moi j'en ai en une année. Donc il faut aussi, on est obligé de faire avec les outils existants. Après, c'est comment, avec ces outils-là, on essaye d'avoir des pratiques qui soient les plus responsables possibles. S'en passer complètement, moi, ça me paraît très, très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a souvent, moi, on m'a fait cette réflexion, hein, attention, le marketing, c'est agressif, le marketing, c'est sale, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est pour... Voilà. Oui, non, j'ai bien compris que ce n'était pas le sens de votre remarque. Mais je pense que voilà, il faut s'en servir comme ce que c'est-à-dire un outil, promouvoir un maximum des bonnes pratiques quand même auprès des équipes, s'en passer totalement hyper difficile. Et après, encore une fois, ils ont des budgets tellement immenses de toute façon, ces gens-là, face à nous, que bon, c'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Ouais. En ayant quelque chose de très ludique, en ayant quelque chose qui, encore une fois, moi je pense que tout est une question de récit et tout est une question de l'histoire qu'on raconte. Aujourd'hui, les gens, ils ont aussi besoin d'incarnation. Ils ont besoin d'incarnation, et c'est ça qui va changer par rapport à des plateformes comme Temu ou comme Shein, où voilà, on est sur du prix, du volume. Il y a peu d'histoire à compter derrière. Non, j'avais aussi l'exemple, je sais plus, un petit jus de fruits où tous les ans ils font appel à des Innocent, volontaires, oui, voilà, pour faire des petits bonnets. Ouais. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas se battre avec les mêmes armes marketing un peu agressives. Nous, on le fait par obligation, nous aussi. C'est impossible de rester à côté, bien évidemment, même si notre clientèle est peut-être un petit peu plus âgée. Mais elle s'y met quand même. Hein. Il y a plein de soixantenaires qui sont sur TikTok. Hein. Et j'en fais partie. Et au bout du bout, par contre, ça se termine mieux parce que nous, finalement, notre stratégie, c'est d'emmener les clients vers le magasin. Et quand ça se termine dans un magasin, en général, ça se termine bien. D'abord parce qu'on optimise les chances que le client achète, à nouveau par un conseil, et ainsi de suite. Répondre à la promesse, voilà, je pense que c'est effectivement une des choses les plus importantes. Quand on répond à ça, on a une partie de la réponse qui était posée, enfin la question qui était posée. Mais faire abstraction des outils modernes pour rentrer dans la vie des gens, bon, on a une application mobile, on existe dans la poche des gens, voilà, c'est impossible de ne pas les utiliser. Et une fois encore, le nerf de la guerre, je pense qu'on rejoint un peu la discussion sur le parcours client et la fidélisation, parce qu'en fait, le nerf de la guerre, ça reste le ROI, entre guillemets, des dépenses marketing. Donc, effectivement, on est face à des gens qui ont des moyens colossaux, mais qui ont aussi une velléité de toucher une population qui est beaucoup plus large que celle qu'on peut avoir quand on développe ce type de business. Et au final, on s'en sort en étant, je pense, déjà plus cohérent dans sa communication marketing, parce que quand on a moins de moyens, il faut forcément être plus ciblé. Donc ça veut dire déjà travailler correctement son ciblage et pas être ultra mass market. Et puis surtout, après, de faire tout pour que le client, on ait une forte rétention. Donc ça passe par le magasin, ça passe par un certain nombre mais ça passe essentiellement par le respect de la promesse. Un client content, on n'est peut-être pas obligé de le rediriger après sur TikTok. On peut avoir d'autres façons de le faire. Alors qu'eux, ils sont 100% digital, donc ils n'ont pas le choix. Et on voit qu'ils sont dans une logique d'acquisition permanente parce que justement, je pense qu'aussi, ils ont beaucoup de gens qui sortent des cohortes. C'est-à-dire que les gens achètent beaucoup, mais est-ce qu'ils ont vraiment une logique derrière de retenir les gens ? D'abord parce qu'en plus de ça, ça s'adresse à un public et une frange d'âge qui, à un moment donné, bascule en termes de consommation. Merci. Il y a quand même un éléphant qui est dans la pièce quand on parle de Shine et Temu, dont on n'a pas parlé, c'est finalement le pouvoir d'achat, parce que ce sont des sites extrêmement low cost, dans un contexte où le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro 1 des Français, donc ça se contracte. Ma question, en fait, elle est hyper simple, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'en France, on lance des entreprises qui ne s'adressent pas qu'à des CSP+. Ouais, gros sujet. Ouais, gros sujet. En plus, on a un acteur économique, on a... Voilà. Non, hyper dur, évidemment, hyper difficile. Encore une fois, la promesse, c'est le rapport qualité-prix, je pense. C'est une question de, voilà, nous, la façon dont il ne faut pas vendre des choses qu'on n'est pas, qu'on n'est pas capable d'assumer en promesse derrière. Nous, sur l'alimentaire, on a de la chance, on est un peu préservé. C'est de l'essentiel, entre guillemets. Après, bien évidemment, c'est hyper difficile de se dire qu'on élargit. Au démarrage, on avait 75% de CSP+. Aujourd'hui, on est à 40%. Bon, c'est mieux. C'est pas parfait, très clairement. Surtout quand on affiche dans nos ambitions un souhait de démocratiser en fait, ce type de consommation. Ça, je pense, ça passe par l'histoire qu'on raconte. Le premier critère, évidemment, c'est le prix. Mais le truc, c'est qu'il y a un truc au lancement, au démarrage. Parce qu'on a besoin, nous, pour avoir du prix, d'avoir des volumes. Pour avoir des volumes, d'avoir un nombre de points de vente démultipliés. Donc, au départ, on a quand même ce début d'équation qui n'est pas simple. Où au départ, on lance l'entreprise de facto pour ses early adopters et pour les CSP+. C'est là qu'il y a besoin de fonds d'investissement. Exactement, c'est là qu'on a besoin de marques pour nous aider. Non, voilà, on est obligé au départ de s'adresser à cette force. C'est qu'une fois qu'on réussit à avoir plus de volume, en tout cas dans notre cas, qu'on réussit à tirer un peu plus les prix vers le bas et à démocratiser le truc. Bah, du coup, on renvoie la question aux financeurs. Non, mais c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, il faut pas stigmatiser. Je pense que toutes les personnes ont un côté Chine ou Temu, en fait. En fonction, parce que personne n'a la capacité d'allouer 100% de son budget sur du premium, ou alors ça concerne les 1800 foyers concernés par la taxe Zuckman. Mais non, ce que je veux dire, c'est que comment est-ce qu'on fait ? Je pense qu'à un moment donné, on segmente. Et c'est des petits pas, en fait. Hein. On éduque les gens sur la consommation alors moins fréquente, sur finalement une capacité à peut-être consommer plus intelligemment, qui fait qu'à la fin, on ne dépense pas plus. Parce que le pouvoir d'achat, ça reste... Et ce qui est toujours assez surprenant quand on regarde les évolutions du pouvoir d'achat, c'est que quand on regarde aujourd'hui ou il y a 30 ans, on a une part du budget alloué à des choses qui nous semblent être
on va dire, accessoires, entre guillemets, mais qui finalement deviennent indispensables. Donc il ne faut pas forcément opposer, prix un peu élevé ou plus élevé ne veut pas forcément dire contraire au pouvoir d'achat, au contraire. Ouais, je peux donner un exemple qui va dans ce sens-là, c'est que on explique à nos clients, certains de nos clients, que en fait, ils peuvent trouver du chlore peut-être moins cher, mais avec les conseils qu'on leur donne, ils vont consommer moins de chlore. Au global, ça leur coûtera moins cher. Et puis, ils auront un bassin mieux traité. Moi, je pense à une histoire que me racontait mon papa quand j'étais petit, dans le nord de la France. Il me disait, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter des chaussures pas chères. Voilà. Bon, il y a un peu de ça, mais ça demande beaucoup de formation, des équipes sur le terrain, parce qu'il faut pouvoir, quand on a dit ça, il faut pouvoir expliquer pourquoi est-ce que les chaussures chères sont finalement moins chères que d'acheter des chaussures sur Temu ou Chine. Et ça ne s'invente pas. Il y a des techniques, il faut emmener les gens vers ce type de discours pour les convaincre. Et puis, à nouveau, il faut que la promesse soit vraie. Il ne faut quand même pas raconter de bêtises, parce qu'un jour, ils s'en rendent compte, sinon. Et on n'arrive pas à justifier non plus, à un moment donné, un prix premium. On a un très bon exemple avec le slip français. C'était vraiment la promesse du slip français. Et on voit que pour s'adresser à un marché entre guillemets plus volumique, il y a un moment donné où de toute façon le prix, ça joue. La question c'est est-ce que si je baisse le prix, je baisse forcément la qualité à la même hauteur ou pas? D'accord. Donc, vu qu'on a juste 2 minutes devant nous, donc je vous propose de terminer sur une note pratique, c'est-à-dire qu'un mot, vos conseils en fait au commerce pour survivre en fait à l'ère de Chine. Et Vous me la faites pas 2 fois là. Moi, je vais commencer, allez. Non, moi je dirais client content. Client content. Achetons du service et non un produit. Ok. Salomé. Et racontons une autre histoire. Ça marche, ok, c'est parfait. Alors, merci à vous 3 pour votre intervention très enrichissante. Et aussi, merci au public en ligne et également dans la salle pour votre participation. Donc, nous arrivons en fait à la fin de cette table ronde. Et donc, je vous invite peut-être à rester pour quelques minutes de plus pour justement la suite du programme. Et encore un grand merci à nos intervenants. Et puis, à très bientôt. Merci.